Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 23 janvier et voici les titres. Benoît Hamon, Manuel Valls, c'est donc l'affiche du second tour de la primaire de la gauche. Au niveau national, Benoît Hamon est arrivé en tête dans notre département. C'est Manuel Valls qui comptabilise le plus de voix. Le détail de ces résultats et les réactions des élus vendéens à suivre dans ce journal. La Vendée placée en alerte pollution ce lundi. Tous les départements des Pays de la Loire sont concernés par cet épisode de pollution aux particules fines. Conséquence, des mesures réglementaires telles que la réduction de la vitesse ont été prises par arrêté préfectoral. Nous ferons le point sur cette situation plutôt inhabituelle dans notre département. 200 à 300 personnes réunies pour rendre hommage aux victimes du carambolage du 20 décembre dernier. Ce dimanche, une marche blanche était organisée à Sainte-Flève-des-Loups. Dans le cortège, quelques familles de victimes, des proches, mais aussi beaucoup d'anonymes venus exprimer leur solidarité. Et puis nous parlerons bien évidemment de Jérémy Bayou, 3e skipper du Vendée Globe, à franchir la ligne d'arrivée. On ouvre donc ce journal avec les résultats du premier tour de la primaire de la gauche. Benoît Hamon est arrivé en tête au niveau national, vous le voyez. Il a récolté un peu plus de 36% des suffrages. L'ancien Premier ministre Manuel Valls, lui, est deuxième avec 31,11%. Au niveau régional, Benoît Hamon est également en tête avec 37,6% des voix. Tous les départements, excepté la Vendée, ont placé Manuel Valls deuxième. Il a récolté 30,1% des suffrages. Et puis au niveau départemental, je vous le disais donc, Manuel Valls arrive premier avec 36,79% des voix. Benoît Hamon deuxième avec 33,71%. Arnaud Montebourg est troisième. Il réalise un score de 16,39% en Vendée. Suivent ensuite Vincent Peillon, François de Rugy, Sylvia Pinel et Jean-Luc Benamias, dernier avec 0,9% des voix. Alors depuis évidemment l'annonce des résultats, les élus vendéens du Parti socialiste se sont exprimés. Je vous propose d'écouter tout de suite Sylviane Bulto, soutien de Manuel Valls, et Martine Chantecaille pour le camp Benoît Hamon. C'est de toute façon extrêmement compliqué pour la gauche sortante. C'est toujours plus difficile, effectivement, d'assumer un bilan, d'assumer les choix politiques qui ont été faits. C'est bien mieux quand on est dans l'opposition, c'est bien mieux quand on joue les frondeurs et qu'on critique tout, même quand on a passé plus de 2 ans au gouvernement. Donc oui, c'est un peu plus compliqué pour les sortants et pour Manuel Valls. Je crois que ce qui a convaincu, c'est que Benoît Hamon, c'est à la fois la voix d'une gauche qui est fidèle à elle-même, à ses principes, à ses valeurs, redistribution des richesses, justice sociale, partage du travail. Puis en même temps, il pense ces grands défis de demain, les défis environnementaux, mais également les défis de la robotisation. Et puis, ça fait une synthèse qui fait qu'on a une voix de l'espoir à gauche, et ça fait vraiment du bien. Et parmi donc les éliminés du premier tour, il y a Arnaud Montebourg, qui avait pourtant été longtemps donné favori des sondages. La déception est importante dans son camp, mais dès hier soir, il a appelé à voter sans surprise pour Benoît Hamon, rappelant qu'il avait combattu à ses côtés dans le gouvernement. Une consigne de vote suivie en Vendée. Écoutez à ce propos Maï Afflin, soutien d'Arnaud Montebourg. Les consignes de vote, c'est toujours compliqué. C'est ce que je vous disais au tout départ. La volonté première, c'était vraiment de casser ce cercle de l'austérité. Et c'est Benoît Hamon qui le porte. Donc moi aussi, je voterai pour Benoît Hamon. Et j'invite vraiment tous les électeurs qui se sont déplacés au premier tour et qui ont cette ligne et qui veulent relancer par l'investissement et en ayant des projets, en montrant l'avenir, en préparant l'avenir, de voter aussi pour Benoît Hamon. Et à noter que Sylvia Pinel a appelé à voter Manuel Valls. Les autres candidats éliminés, eux, n'ont pas donné pour le moment de consigne de vote. Et puis à retenir également concernant ce premier tour, la participation qui a été plutôt faible, 1,6 million de votants, un chiffre bien inférieur à 2011, où 2,7 millions d'électeurs s'étaient déplacés pour le premier tour de la primaire de la gauche. En Vendée, participation faible également. Un peu moins de 14 000 électeurs se sont mobilisés ce dimanche contre 20 000 en 2011. Déception donc pour le premier secrétaire fédéral du Parti socialiste, Stéphane Ibarra. Les Français se déplacent, ils ont le sentiment qu'avec leur vote, ils vont déjà influencer le choix du prochain président. Donc je crois que le constat, c'est que tant que nous ne montrons pas un visage plus uni, les Français ne pensent pas qu'on est capable d'incarner la réussite de la gauche.
Stéphanie Barra qui sera ce vendredi sur le plateau du débrief avec Karl Laboureuf et Hervé Leroc, une émission qui sera consacrée en partie au second tour de la primaire de la gauche. Et puis dans l'actualité également, la Vendée est concernée par le pic de pollution qui s'étend dans plusieurs départements de France. Selon les derniers relevés, notre département a atteint le seuil d'alerte de pollution aux particules fines. Conséquence, jusqu'à mercredi, il faudra notamment réduire sa vitesse de 20 km/h par rapport à la vitesse autorisée et éviter d'allumer des feux de cheminée. Alors, cet épisode de pollution est plutôt rare dans notre département. Quelles en sont les raisons ? Nous sommes allés poser la question aux ingénieurs d'Air Pays de la Loire, la structure qui assure la surveillance de la qualité de l'air dans notre région. Le reportage de Grégoire de Châtillon. La moitié du pays touché par un pic de pollution aux particules fines. Vous le voyez, la Vendée, elle non plus, n'est pas épargnée, à l'image de la région Pays de la Loire. On est sur un épisode qui dure dans le temps, c'est assez rare. Il s'en est produit un en 2015, en mars 2015. Les origines de l'épisode étaient différentes, puisqu'en mars, on était plutôt sur des émissions issues du secteur agricole. Ici, on est plutôt dans un épisode lié à du chauffage. Qu'il soit au fioul ou au bois, le chauffage est donc la cause principale de cette pollution due au froid, des conditions liées aussi à la météo. Les conditions anticycloniques sont très stables. On peut avoir la formation d'une sorte de couvercle et les polluants restent coincés sous ce couvercle et ne sont pas dispersés par le vent. La Vendée est concernée au même titre que le reste de la région des Pays de la Loire par cet épisode de niveau d'alerte. C'est vraiment des phénomènes de grande ampleur. Donc on est touché sur toute une partie de la France, c'est-à-dire qu'on soit en zone rurale ou en zone urbaine, finalement on est concerné par le pic de pollution. Un niveau d'alerte à la pollution qui est atteint aujourd'hui, au bout du 4e jour, ce qui déclenche une procédure réglementaire par arrêté préfectoral, comme par exemple la réduction de 20 km/h sur les autoroutes et les 2 fois 2 voies. Effectivement, on a roulé moins vite parce qu'on a vu un panneau qui nous indiquait pollution 20 km de moins. Pour limiter cette contribution à la pollution, évitez dans la mesure du possible d'utiliser votre véhicule personnel, privilégiez plutôt les transports en commun, le vélo ou la marche à pied. Et il faut, pour les personnes sensibles surtout, mais aussi pour l'ensemble de la population, éviter de faire des activités physiques intenses où on va ventiler, respirer beaucoup plus et donc respirer plus de polluants. Le niveau d'alerte est maintenu pour demain et pourrait bien se poursuivre jusqu'à mercredi ou bien jeudi. Après le terrible carambolage qui avait endeuillé la Vendée le 20 décembre dernier, les familles des victimes, les proches, quelques élus et des anonymes se sont rassemblés ce dimanche pour rendre hommage aux victimes. Quasiment donc un mois, jour pour jour après l'accident, cette marche blanche a réuni près de 300 personnes à Sainte-Flève-des-Loups. Une marche silencieuse, chargée en émotions, où chacun a pu exprimer sa solidarité. Le récit de Marion Vigreux. Une rose à la main et beaucoup d'émotions. Ce dimanche, nombreux sont ceux qui ont souhaité rendre hommage aux victimes du carambolage du 20 décembre dernier. Dans la foule, les parents des victimes, des proches, des connaissances, mais aussi beaucoup d'anonymes venus exprimer leur solidarité. Le jour du carambolage, on était au boulot et on a tous pensé que ça pouvait être nos collègues qui viennent des sables sur la roche, que ça pouvait être nos enfants qui sont sur la route aussi à cette heure-là et peut-être des gens qu'on connaît. Et puis même maintenant, aujourd'hui, on ne connaît pas les gens, mais on est touchés, on est tous touchés. Je travaille à Offset 5, où travaillait la jeune qui est décédée dans l'accident. Donc un peu pour solidarité avec ses parents et l'entreprise et tous ceux qui sont décédés dans l'accident. Après un lâcher de ballon dans le silence, le cortège se dirige vers les lieux de l'accident. Les parents des victimes ouvrent la marche, soutenus et accompagnés par les organisatrices qui ont du mal à contenir leur émotion. Ayons tous une pensée pour les victimes de Vendée. Merci. Plus de 250 personnes sont là, au pied du pont, surplombant les lieux de l'accident. Chacun vient tour à tour se recueillir et y déposer une rose blanche. C'est beau. Ça prouve que les gens sont solidaires dans les drames comme celui-ci. Donc c'est ce qu'on en retiendra aussi. Dans la foule, le préfet et le maire de la commune sont également présents. Ils sont venus rendre hommage aux victimes, mais aussi rappeler les règles de sécurité sur les routes.
Très souvent, on dit, bon, ouais, un téléphone à la main, le pied sur l'accélérateur, on entend à la vitesse, vous voyez, des véhicules, hein, mais 2 jours après, malheureusement, il y avait encore du brouillard et les véhicules étaient encore à 110, 120. Donc c'est un petit peu, je passe tous les jours sur cette route et c'est vrai que c'est un petit peu le message qu'il faudrait faire passer. Essayons de changer nos comportements. Ce 20 décembre, 5 personnes ont perdu la vie. 2016 restera une année noire pour la Vendée. 56 personnes au total ont été tuées dans des accidents de la route. On ouvre à présent une page Vendée Globe avec tout d'abord l'arrivée imminente de Jérémy Béyoux. Après 78 jours en mer, il arrive donc au Sables d'Olonne. C'est le 4e marin à passer sous la barre des 80 jours. Après donc Armel Lecléache, Alex Thompson et François Gabard en 2012. Et c'est aussi la première fois que Jérémy Béyoux termine un Vendée Globe après 2 tentatives avortées. Le skipper de Maître Coq ne pourra rentrer dans le chenal qu'à partir de 22h45. Nous n'avons pas encore d'images de son arrivée à l'heure où nous enregistrons ce journal, mais nous y reviendrons bien sûr dans notre prochaine édition et vous pourrez également suivre son arrivée en direct et la remontée du chenal sur notre antenne. Et après Jérémy Béyoux, Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam sont attendus ce mercredi entre 11h et 17h selon les dernières estimations. Les 3 skippers devraient arriver à quelques heures seulement d'intervalle. Et vous le voyez sur ce classement, pour le moment, c'est Jean-Pierre Dick qui est en tête. Et Jean-Pierre Dick, justement, a connu une mésaventure ce week-end. Il s'est ouvert le menton et il s'est soigné lui-même à l'aide d'une agrafeuse. Le marin, qui est vétérinaire à la ville, a ainsi pu refermer sa plaie. Il nous explique cela en mer. Écoutez. Je suis tombé pendant une manœuvre ce matin et voilà, vous voyez, je me suis bien éraflé la figure dans les filières là. Je vais essayer d'agrafer la plaie là, vous voyez cette plaie là, ici là. Ça a été coupé franc, donc on pense qu'on peut joindre les 2 bouts l'un à l'autre. Bon, suite au prochain épisode. Et derrière le trio attendu donc ce mercredi, il y a encore 12 skippers, dont Romain Attanasio, qui a passé le Cap Horn vendredi dernier, après 75 jours en mer. Derrière le marin originaire des Hautes-Alpes, il ne reste plus dans le Pacifique que le Hollandais Peter Herrema et le Français Sébastien Destremaux. Et puis toujours en sport, dans le cadre de notre série de ce mois de janvier sur les personnalités vendéennes qui ont marqué l'année 2016, nous allons nous intéresser aujourd'hui à Gladys Lemoussu. La paratriathlète de Saint-Jean-de-Mont avait remporté en septembre dernier le bronze aux Jeux paralympiques de Rio. 4 mois plus tard, la jeune sportive a repris l'entraînement. Elle revient pour nous sur cette belle médaille qui a bouleversé quelque peu sa vie. Reportage Aurélien Huard. C'était le dimanche 11 septembre 2016. Après avoir franchi la ligne d'arrivée de l'épreuve paralympique de triathlon, Gladys Lemoussu est la première surprise en apprenant qu'elle est 3e et qu'elle décroche le bronze. La première médaille française dans cette discipline, Jeux olympiques et paralympiques confondus. Une performance forcément marquante pour la Montoise qui a pu en mesurer l'impact lors de son retour en France et en Vendée. Personnellement, je ne pense pas que moi j'ai changé par rapport à la médaille. C'est sûr, c'est quelque chose en plus. Après, localement, c'est vrai que ça a eu beaucoup d'impact. Je le ressens plutôt sur les personnes. Voilà, je vais courir, on me reconnaît, c'est plus de la reconnaissance. Et après, ce qui a changé, c'est que je pense qu'on me prend un petit peu plus au sérieux par rapport à avant. Donc, je pense que c'est ça vraiment qui a changé. Gladys Lemoussu l'avoue, la période d'après-jeu n'a pas été facile. Il a fallu gérer le contre-coup des efforts fournis pour en arriver là, mais aussi répondre aux nombreuses sollicitations. L'après-jeu, c'est très compliqué du fait que déjà d'une, on a tout donné de la course, donc voilà, on a envie de se reposer aussi parce qu'on a travaillé pendant 4 ans pour l'objectif. Après, les sollicitations aussi, parce que j'étais beaucoup demandée à droite, à gauche, alors de partout. Alors j'essayais de faire au mieux et de répondre au maximum. Après, voilà, c'est un peu dur de se remettre dans le bain, mais une fois qu'on est parti, voilà, je suis motivée plus que jamais. Motivée pour de nouveaux objectifs avec les championnats d'Europe et les championnats du monde qui ont lieu chaque année. À plus long terme, Gladys vise maintenant la médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2020. Aurélien Huard, notre journaliste sportif que vous retrouverez par ailleurs dans 85 chronos. Comme chaque lundi, il reviendra sur les résultats sportifs du week-end.
Quant à nous, comme chaque lundi, jetons à présent un coup d'œil sur l'agenda de la semaine, avec tout d'abord le festival de musique classique La Folle Journée, qui a lieu du 27 au 29 janvier, mais qui démarre dès jeudi à Fontenay-le-Comte et à La Roche-sur-Yon, avec un spectacle et une conférence. Cette année, le thème est le rythme des peuples. Vendredi, samedi et dimanche, une quarantaine de concerts est programmée à La Roche-sur-Yon, à Fontenay-le-Comte et à Challans. Ce vendredi, audience solennelle de rentrée pour le tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon. L'occasion d'accueillir 2 nouvelles magistrates, mais aussi de faire le bilan de l'année écoulée. Et enfin, dimanche, on en parlait en début de cette édition, c'est bien entendu le second tour de la primaire de la gauche qui opposera Benoît Hamon à Manuel Valls. Le débat de l'entre-deux tours, lui, est prévu mercredi. Quel temps fera-t-il ce mardi? Eh bien, pas de changement au programme, toujours un large soleil sur l'ensemble du département. Le matin, attention aux gelées, il fera de -4 à 0 degrés. Dans un instant, Fanny Poirier vous détaille ses prévisions. Quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de votre fidélité.